Donc j'ai plusieurs consignes ou non-consignes à vous donner. Vous pouvez laisser vos téléphones allumés. Vous pouvez partir comment ça vous chante, bien sûr. Et surtout, vous pouvez m'interrompre parce qu'il n'y aura pas de questions après, parce qu'il n'y aura pas d'après, je pense. Donc vous n'hésitez pas du tout à m'interrompre et à me dire, vous pouvez revenir en arrière, j'ai pas compris, ou un truc comme ça, parce que j'ai pas calculé du tout une durée, par exemple, pour cette conférence. Donc j'ai appris que l'école fermait à 8 heures. Je vous en voudrais pas du tout de ne pas rester, hein, parce que vous avez des tas de choses à faire. Mais moi, je vais essayer de la terminer. En fait, j'ai jamais réussi à terminer une conférence, pour tout vous dire. Et même parfois, ça a été dans les grandes largeurs, c'est-à-dire j'ai pas dépassé la troisième ou la quatrième page de la conférence. Donc ça a été tellement problématique que j'ai demandé à des comédiens de faire cette conférence à ma place. Je vous en parlerai dans cette conférence, pour laquelle je vous demande d'être très bienveillant, parce que normalement je ne fais pas du tout ce genre de conférence. Je n'aime pas du tout le mode improvisé pour les conférences. Donc là, j'ai compris que c'était une sorte de rituel auquel je me livre bien volontiers. Et puis, alors du coup, j'ai concocté un truc un petit peu spécial, puisque j'ai un statut particulier. Je fais cette conférence dans l'école où j'enseigne, donc je pensais qu'il fallait faire quelque chose d'un petit peu spécifique pour vous. Même si je remercie les personnes, les amis du FRAC par exemple, d'être parmi nous. Donc j'ai essayé d'être plus ou moins thématique, on va dire. Donc je répète, hein, je ne me vexerai pas du tout si vous partez, mais par contre je serais très content que vous me posiez des questions. Mais pas à la fin. Donc en fait, j'ai essayé d'y voir clair, ce serait beaucoup dire, mais au moins d'essayer de déterminer 2-3 sujets comme ça qui reviennent au fil du temps et des travaux. Alors, il faut bien comprendre que tout ça est assez organique. C'est dommage parce que Indiana n'est pas là, mais c'est une grande blague avec nous, le mot organique, entre nous. Donc, ça pourrait commencer dans cette maison, qui est une maison de banlieue, de la banlieue ouest de Paris, où j'ai grandi, où j'ai commencé à faire des monotypes. Qui sont donc les monotypes, ça va être un petit peu l'architecture sur laquelle je vais construire cette conférence. Donc ce sont des petites empreintes de 6 cm par 9. Donc là, je l'ai considérablement agrandi pour que vous la voyez. Et je me suis toujours intéressé beaucoup à la question de la solitude, la question des petites lumières dans le noir, comme vous allez voir. La nuit, le théâtre, mais pas n'importe quel théâtre, le théâtre élisabétain, notamment parce que dans le théâtre élisabétain, il n'y a pas de décor, c'est-à-dire que ça s'adressait à des gens qui avaient beaucoup d'imagination et qui n'avaient pas forcément besoin d'un support figuratif pour leur faire comprendre où on se trouvait. Donc c'est le théâtre de Shakespeare, hein, dans lequel quelqu'un arrivait avec un panneau et disait le château de Gloucester la nuit. Et donc tout le monde s'imaginait qu'on était dans un château la nuit. Et je m'intéresse aussi beaucoup à la peinture et à la nuit aussi. Ça, c'est mon premier portrait. C'est un portrait que j'ai fait de ma sœur dans les années... Enfin, j'étais aux Beaux-Arts, il y a très longtemps, dans les années 80, je dirais. Il a l'air très sombre comme ça, mais en fait, il l'est vraiment. Et en fait, donc, je suis parti du noir, des petites empreintes comme ça.
Euh, et aussi d'une espèce d'indétermination assez prolongée entre est-ce que tu veux faire de la musique, est-ce que tu veux écrire, est-ce que tu veux faire du cinéma, est-ce que tu veux peindre, etc. Donc en fait, j'ai toujours tout fait en même temps. À l'époque où je fais ce tableau, par exemple, j'hésite entre un grand paysage inspiré d'un film de John Huston, derrière à l'aérographe, et le portrait d'une amie qui passait par là. Les jeux, donc là c'est une sorte d'introduction que je vous fais. Les jeux, alors ici par exemple, le jeu qui m'intéresse, c'est de devoir faire l'ombre de l'objet dans la technique spécifique que j'utilise, le monotype. Je suis obligé de faire l'ombre avant l'objet. Et ça, ça m'amuse. Un peu bêtement. Vous comprenez comment c'est fait? Je peins l'ombre et après, avec une allumette taillée en pointe, je fais les arceaux et la boule est faite avec un coton-tige. On est toujours à l'échelle de 6 cm par 9. Idem, vous voyez, dans cette chaise, l'ombre est peinte sur un fond. En fait, ça, c'est de l'encre qui a été brossée. Et puis, je fais ma petite ombre noire et après, je fais la chaise. C'est quand même assez rare les occasions de faire l'ombre avant l'objet, si vous voulez, dans la vie. Donc, je m'intéresse beaucoup au suspens, et notamment par le biais d'un poète qui m'importe beaucoup, qui est Stéphane Mallarmé. Et donc, j'ai développé tout un cycle assez concentré comme ça de travaux à partir du suspens. Évidemment, vous retrouverez à chaque fois quelques petits monotypes, comme ça on ne se perd pas trop. Mais aussi, donc là vous voyez c'est un tapis volant. J'aime beaucoup le monotype parce qu'on peut vraiment se promener d'une image à l'autre très rapidement. C'est une mise en œuvre, je crois que j'ai ma plaque ici même. J'imprime avec, donc c'est de l'encre d'imprimerie noire, une petite plaque en zinc de 6 cm par 9, et puis j'imprime avec une petite cuillère sur un bord de table, donc je peux faire ça à l'hôtel. Et l'avantage du monotype par rapport à la photographie, c'est qu'on peut très rapidement aller d'un sous-marin nucléaire à un tapis volant. Toujours avec cette notion de suspens. Donc ça, c'est très mallarméen. Il y a une phrase de Mallarmé qui m'a beaucoup touché à un moment donné. C'est dans un poème en prose qui s'appelle « Le nénuphar blanc ». Il dit « Séparés, on est ensemble ». Et donc je me suis dit, tiens, si j'essayais de creuser ça d'une manière plastique, visuelle, si j'essayais par exemple de mettre à distance un objet et son ombre, qu'est-ce qui se passerait? Donc je suis parti dans cette infrapiste, un truc très menu comme ça. J'en ai profité que j'étais en résidence en Autriche. J'avais deux options, soit je partais avec tout mon matériel, tous mes travaux en cours, ou je partais à Vienne avec juste un appareil Polaroid. J'ai choisi, et le bouquin de Stéphane Mallarmé. Et j'ai choisi la deuxième option, et je me suis retrouvé dans une résidence à l'autrichienne, c'est-à-dire j'ai vu une personne qui m'a amené de la gare à mon lieu de résidence, puis après je ne l'ai plus jamais revu. Et démerdez-vous, et c'était assez ascétique, puisque j'avais une grande pièce avec du lino et une chambre avec une table de chevet, une lampe de chevet. Bon. Une sorte de retraite. Et donc j'ai pris tous les objets qui m'entouraient et je me suis mis à les faire léviter, très modestement, hein, puisque en fait il s'agit d'épingles, c'est de l'acupuncture sur objet. Là, il y a une épingle. Il doit y avoir 3 épingles à peu près par objet. En fait, l'essentiel de mon activité, c'était de mettre le minimum d'épingles pour que l'objet flotte. Donc, pour un tasseau, alors ici, il y a une petite subtilité. C'est un ready-made augmenté. Il y a de la gouache blanche sur le haut du tasseau pour que ça accroche mieux la lumière et que la sensation de lévitation augmente légèrement.
Mais là, par exemple, c'est un ski autrichien, et je vous dis pas, enfin, heureusement, ils n'utilisent plus ça au JO, mais ça doit peser 7-8 kilos. Et pareil, là, vous avez peut-être 3 épingles. Une là, je les vois même pas, en fait. Et, euh, et donc, tout le contenu de mon atelier, y compris la table de chevet, la lampe de chevet, les bouquins sur ma table, tout ça, lévitait à la hauteur d'une aiguille. Donc, j'ai reproduit ça dans de nombreuses performances. Et j'arrivais enfin, je faisais léviter le contenu de mes poches quand je faisais un spectacle ou un truc comme ça. Et puis, ça continuait un peu à m'obséder, tout ça. Donc, j'ai fait plusieurs bouquins. Alors, c'est dommage, Didier Mathieu n'est pas là, mais il conserve au Centre des livres d'artistes pas mal de mes livres. Ce serait l'objet d'une autre conférence. Vraiment, j'en ai fait tellement des éditions, des estampes, des trucs comme ça que je préfère en parler à une autre occasion. Là, je voulais vous parler de choses qui peuvent peut-être vous intéresser plus, enfin, dont je parle plus rarement en fait. Et donc sur ce thème de la séparation, de la lévitation et tout ça, je me suis mis enfin, j'ai voulu faire flotter des objets assez lourds, assez massifs. Donc, comme la falaise d'Étretat, par exemple, où à l'époque j'avais une maison dans le Cantal, qui était une maison du XVIIe assez énorme, enfin, dont l'apparence était très massive, comme ça. Donc, elle part dans le paysage. Oui, l'île Saint-Louis aussi, qui était un de mes sujets récurrents. Je faisais beaucoup de photographies de l'île Saint-Louis. Elle décide de partir aussi. Et bon, c'est un extrait du film qui d'ailleurs fait partie des collections du Frac Limousin. Mais tout ce petit monde se retrouve à la fin dans un coucher de soleil un peu Walt Disneyen. Donc on voit la falaise d'Étretat, ma maison dans le Cantal et l'île Saint-Louis qui se retrouvent. C'est très charmant. Donc à un moment, j'ai voulu cristalliser un peu ce phénomène de retour en France après mon séjour en Autriche. Et il n'y a pas de question en fait. C'est limpide. Très bien. Et je vais peut-être la finir, cette conférence-là. Donc j'ai cristallisé au sens propre, puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens que vous connaissez, pour certains, les verriers de Meisenthal, et je leur ai demandé de faire un petit pied de verre le plus petit possible. Donc ils ont utilisé des outils traditionnels pour faire des pieds de verre qui servent pour le schnapps. Ils ont tous ça en Alsace et en Lorraine. Et en fait, ils ont fait 2 petits pieds comme des haltères pour souris en verre. Et donc ça m'a permis de faire léviter un certain nombre de choses sans avoir à recourir à des aiguilles et à toute cette violence précédente. Le gros avantage des petits pieds de verre, c'est qu'ils peuvent soutenir des objets parfois très lourds, y compris des pianos, des armoires en métal, pleines d'outils. Parce que comme c'est très bien fait, comme dans le process de la fabrication, il y a une rectilignité comme ça qui est induite. En fait, ça tient de manière assez extravagante. Et donc, j'ai fait des tests avec des petits pieds transparents, des petits pieds en miroir aussi. C'est assez beau le miroir, ça fait un effet Terminator un peu. C'est-à-dire ça reproduit le décor, donc ça disparaît. C'est assez joli aussi. Ou le chrome. Vous verrez que je m'en sers un peu plus tard dans une commande publique là bientôt. Donc j'en ai fait plein, des petits pieds de verre. Et ça a été édité par un éditeur qui s'appelle Christophe Davietteri. J'ai coutume de dire que c'est une sorte de livre d'artiste, parce que ça part vraiment de Mallarmé.
Et pour moi, c'est un processus vraiment littéraire, évidemment un peu visuel, un peu plastique, mais pour moi, c'est un multiple, ça raconte énormément de choses, tout en n'étant pas vraiment narratif. Enfin, donc maintenant, vous pouvez avoir votre petit pied de verre, ou si vous êtes riche, vous en achetez 4, comme ça vous pouvez mettre l'armoire normande, ou je sais pas, ou des trucs que vous avez envie de voir léviter une fois dans votre vie. Donc les petites lumières m'intéressent aussi beaucoup. Les petites lumières, alors il y a vraiment un aspect métaphysique dont je ne me cache pas du tout. C'était une grande inquiétude au départ, et puis maintenant ça s'arrange un peu, vous allez voir. Mais donc j'ai fait beaucoup de monotypes sur les banlieues, là où je vivais en fait. Toujours à partir d'outils de fortune. En fait, j'ai la même plaque depuis toujours, puisque le principe du monotype, c'est de ne pas abîmer la plaque, de ne pas surtout pas la graver, parce que ça devient une gravure et plus un monotype. Donc, je me suis intéressé à tout ce qui faisait des petites lumières, donc par exemple les lucioles, mais aussi les poissons des abysses. J'ai rencontré toutes sortes de scientifiques, dont M. Geisdorfer, qui m'a beaucoup éclairé, c'est le cas de le dire, sur les poissons des abysses, qui m'a expliqué qu'on ne savait pas pourquoi les poissons des abysses produisaient de la lumière. On n'a aucune explication rationnelle, puisqu'ils sont tous aveugles à partir de 700 mètres de profondeur, et que là, on parle de poissons qui vivent dans 12 000 mètres de fond, quoi. Donc, je m'en suis inspiré, par exemple, pour un spectacle que j'ai mis en scène avec Juliette Chemillier pour Sarajevo en guerre. Donc, le brief était assez compliqué parce qu'il n'y avait plus de théâtre, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus d'électricité. Donc, j'ai eu l'idée de faire des costumes autonomes pour les acteurs. Donc, ils transportaient leur propre batterie de 12 volts sur des sacs à dos de l'armée suisse en bois, cachés sous des costumes que nous avait prêtés Pina Bausch, des espèces de très beaux cache-poussière noirs. Et ils avaient à distance des objets comme ça qu'ils pouvaient éclairer avec des petites télécommandes filaires. Donc, c'est un sublime texte de Paul Celan qui s'appelle Conversation à la montagne, Gespräch-im-Gebirge, et un texte magnifique, abstrait, qui était une sorte de réponse à Adorno, qui prétendait qu'on ne pouvait plus écrire de poésie après l'Holocauste. Paul Celan répond sous la forme de ce sublime poème que nous avons mis en scène. Et dans ce poème en yiddish, enfin mélange de yiddish et d'allemand, il y a quelques toutes petits éléments figuratifs, des plantes, des branches d'arbres et tout ça. Donc j'avais disséminé autour des acteurs des objets comme ça, et donc ils avaient la capacité de les éclairer à distance, comme l'explique peut-être ce dessin. Donc j'ai continué mes petites recherches sur les petites lumières en m'apercevant que je faisais beaucoup de Polaroid, comme vous avez peut-être remarqué. Et en fait, quand vous jetez une boîte de Polaroid après avoir fait les 10 vues, la batterie qui est construite dans la boîte est comme neuve, en fait. C'est pas 10 coups de flash et 10 petits bouts de moteur qui servent à faire sortir le Polaroid, qui vont user la batterie. Donc je récupérais l'énergie de la batterie, je la recyclais en quelque sorte, pour créer un système d'exposition autonome, en fait, puisque je remettais une de mes photos Polaroid dans la boîte, que je pouvais éclairer avec un LED, un réducteur de tension et un interrupteur pour économiser l'énergie.
Donc j'ai exposé ça dans beaucoup d'endroits. J'ai commencé à faire ça en Autriche. Donc je montrais ça non pas dans des galeries, mais dans les escaliers, par exemple, qui menaient aux galeries, ou dans les jardins qu'il y avait autour. Enfin, bon. Et là, c'est dans le jardin de la Fondation Cartier, où il y avait 60 de ces petits dispositifs. Donc c'était assez amusant de voir le public de la Fondation Cartier chercher des œufs la nuit. Mais en fait, c'était une vraie petite exposition de photographie. Donc encore un monotype de poisson des abysses qui préfigure en quelque sorte. C'est aussi pour ça que j'ai articulé cette conférence autour des monotypes, puis vous verrez des peintures aussi, parce que souvent c'est ce qui fait squelette en fait dans mon travail. C'est à partir de ces vertèbres en quelque sorte que se décide tel ou tel projet plus ambitieux, on va dire. Donc, à force de faire des poissons, des abysses en dessin, en monotype, etc., enfin, de faire des lucioles également, j'ai décidé d'en faire un pour de vrai, quoi, enfin, à échelle 1, toujours avec les conseils de M. Geisdorfer, qui était donc cet ichtyologue, un des rares qui descend vraiment en bathyscaphe à 13 000 mètres sous l'eau et qui remonte avec des informations sur les poissons des abysses, dont c'est très intéressant de savoir, par exemple, qu'on ne peut pas vraiment les observer, en fait. Soit on les éclaire et on voit des poissons blafards, monstrueux, et ça, soit on les éclaire pas et on voit juste des petites lumières dans le noir. Donc ça me semblait être un défi assez intéressant de fabriquer un poisson. Donc pendant longtemps, je voulais faire un robot un peu débile en latex qui respirerait, qui ferait peur, tout ça. Donc, et puis finalement, en allant à Murano, j'ai cédé à mon goût immodéré pour le kitsch et je me suis dit, tiens, je vais faire un poisson en cristal. Et donc j'ai travaillé avec 2 verriers de Murano et ça donnait ça, au Frac Limousin d'ailleurs aussi. Donc c'est un poisson qui est à peu près grand comme ça et qui a un petit pédoncule lumineux et à l'intérieur duquel il y a un certain nombre de microprocesseurs avec des lumières qui font des lumières extrêmement subtiles. C'est-à-dire on voit pas tout de suite on voit pas tout de suite le poisson en fait, hein, c'est progressif. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que parfois, il y a des gens qui ne voient pas du tout dans certaines expositions collectives. C'est amusant. Bah, disons, les gens ne voient pas votre travail, quoi, ou ils le voient par hasard. Ils doivent faire ouais, 40 cm par 25-30. Bah, en fait, il n'y a pas de vraie taille, si tu veux. Même M. Geisdorfer, c'est ça tout l'intérêt des questions hein, pendant les conférences. Ce Geisdorfer, par exemple, il était complètement embêté par rapport à remonter des informations. Tu vois. Donc, le seul moyen à peu près fiable qu'il ait trouvé pour remonter des informations, vous allez voir, c'est intéressant, c'est que sa fille faisait les beaux-arts et en fait, il faisait des portraits robots des poissons avec sa fille. Il lui expliquait... non, un peu plus grand, un peu plus petit, etc., parce qu'il avait eu des trucs tellement inénarrables que en fait, ça ne pouvait passer que par le dessin. Et il m'a montré des trucs dans des bocaux, mais ça ressemble à rien. Vous voyez, c'est tout blanc, c'est tout flétri. Enfin. Donc à partir de ce poisson des abysses générique, j'ai fabriqué un peu toute la famille abyssale, on va dire. Donc des étoiles, des méduses. Et c'était aussi un prétexte pour travailler, pour aller très, très profondément dans l'univers des verriers de Meisenthal. Hein. C'est-à-dire, je me suis rapproché de leur savoir-faire. C'est extrêmement intéressant le va-et-vient, et notamment tous les systèmes d'accrochage, puisque j'avais décidé de manière programmatique qu'il n'y aurait pas autre chose que du verre, y compris pour soutenir les pièces dans l'espace. Donc il y a, chaque pièce a fait l'objet d'une mise au point très intéressante
Donc ça, ce sont des étoiles en opaline qui sont soufflées, par exemple, par en dessous, ce qui est assez compliqué par rapport au travail de la canne. Donc, encore une fois, chaque bestiole a son microprocesseur individuel et une fois que c'est allumé, on ne sait plus trop ce qui se passe parce que j'ai fait ça avec un musicien qui travaillait à l'IRCAM et on avait écrit une espèce de partition qu'on a écoutée hein, pour programmer la lumière dans ces bestioles. Et donc, il y a 5 programmes qui sont eux-mêmes tirés au hasard. Donc, une fois que c'est lancé, on ne sait plus du tout ce qui se passe. Des méduses qui font à peu près 1 mètre de haut et on vient dans 50 cm de diamètre. Non, non, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. C'est pour ça, hein, si vous voulez y aller, vous pouvez, hein, vraiment, j'insiste. Non, les lumières, elles sont... si vous voulez, chaque microprocesseur a les mêmes programmes, mais ils sont programmés de telle façon que même le cycle des 5 programmes qui sont tirés au hasard démarre aléatoirement. Donc, parfois, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que comme il y en a vraiment beaucoup, si on reste longtemps, si on est attentif, on peut voir parfois des petites coïncidences, des espèces de petites valses dans l'espace, mais c'est très intéressant le rapport au temps qu'il y a dans cette pièce, parce que déjà, il faut 10 bonnes minutes pour accepter de voir ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de gens qui restent pas et qui donc ils voient pas tous ces... C'est une pièce beaucoup plus politique qu'il n'en a l'air, hein, donc c'est comme je vous en ai à peine parlé, mais ça parle beaucoup de l'Holocauste. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu que je parlais de la nuit de cristal. Et puis, c'est quand même intéressant de voir 200 pièces en cristal exposées sans mise à distance et qu'il n'y ait jamais eu de problème. Donc, j'ai un grand conflit avec le collectionneur qui en a fait l'acquisition, parce que lui, il aimerait que ce soit balisé, tout ça. Chaque fois, on se bat. Et il faut que je lui signe une décharge pour chaque expo. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir que quand vous faites confiance aux gens et que vous présentez quelque chose de beau, ben, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, il y a des risques assez mineurs. Alors qu'on sait très bien que quelqu'un de mal intentionné pourrait tout exploser en 10 secondes. Donc ça, ce sont... là c'est exposé... la photo a été prise. Oui, Inès, pardon. Ben non, pas vraiment, parce que déjà je fais beaucoup de choses, j'essaie de faire énormément de choses, mais par plaisir. Hein, et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment compliqué Enfin, il faut 10 ans pour souffler le verre à peu près correctement, quoi. Donc, je vais pas. C'est pas une vocation à ce point-là, non. Non, là, je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui savent le faire. Sauf que là, dans mon dernier séjour à Meisenthal, je vais vous montrer un petit bidule que j'ai fait la semaine dernière. J'ai tenu la canne, énorme. Ah oui, oui. Non, parce que le verrier ne s'en tirait pas tout seul, mais les autres étaient occupés. Donc il m'a dit, bon, bah, il reste que toi. Tiens, j'étais là, avec le truc à 1200 degrés au bout de la main, là. Mais non, puis même, ça ne me tente pas vraiment. Il y a des trucs qui me... Autant j'ai appris à tourner, par exemple. J'aime beaucoup faire ça. Autant souffler le verre, ça me mange pas des masses. Mais bon. Et ça, ce sont des anguilles en miroir qui sont donc présentées avec le reste, mais qui ne produisent pas de lumière. Donc on les voit encore moins que le reste. Mais par contre, elles réfléchissent les petites lumières des autres. Donc elles apparaissent un peu comme une forme d'hallucination perceptive quand on est dans l'exposition. Là, c'est Richard Porto qui a pris cette photo, mais on a dû ouvrir un petit peu les fenêtres parce que sinon on voyait rien du tout. D'ailleurs, j'ai pas voulu
de livre, alors que je fais souvent des bouquins, mais j'ai pas voulu faire de livre sur cette pièce parce qu'elle est trop compliquée à reproduire en fait. J'ai fait un petit roman policier avec Yann Greenenberger, le directeur du centre d'art Verrier, qui vous explique tout ça. Donc ça, c'est aussi des livres. Voilà, là, elles sont à 4,50 m de hauteur. Elles sont accrochées individuellement par des petits filets en Kevlar. Alors, ce chapitre, je ne savais pas trop comment l'intituler. En fait, je suis bien obligé de constater que beaucoup de mon travail part de littérature ou de poésie, de choses que j'interprète ou que je traduis. Et ça m'intéresse beaucoup de cette dimension de la traduction, parfois même d'un matériau dans un autre. Bon. Donc, ça peut aller... bon, ça, c'est un monotype que j'ai fait en lisant Mercier et Camier de Samuel Beckett. Vous savez, ils essayent de partir, ils n'arrivent jamais à partir. Donc ils décident de prendre un vélo, puis ils abandonnent le vélo. Et aussi, toujours pour cette dimension de jeu, puisque le vélo, en l'occurrence, là, il est pas peint, si vous voulez. Enfin, c'est la magie du monotype. Il est fait avec un petit bout d'allumette taillé en pointe directement dans le bosquet. Donc il y a le bosquet, puis tout d'un coup, il y a le vélo, quoi. Et ça, ça m'amuse beaucoup, quoi. Faut pas du tout sous-estimer le côté enfantin de tout ça, hein. Donc ça c'est aussi pour peut-être illustrer un peu l'esprit que vous allez voir, que vous allez retrouver dans beaucoup d'images qui suivent. C'est cette histoire des plans qui avancent et qui reculent. Vous savez, Goya disait il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de couleur, il n'y a que des plans qui avancent et qui reculent. Et je trouve que ça détend beaucoup l'atmosphère de dire ça. Et donc, Poussin, Nicolas Poussin, par exemple, il avait un petit théâtre, je vais vous le montrer, on l'a reconstitué, dans lequel il faisait des maquettes de ses futures peintures. Il dessinait d'après ce petit théâtre, et après il détruisait tous les éléments préparatoires au profit de la peinture. Et ça m'intéresse beaucoup, enfin ça m'intéresse fondamentalement, en fait, ce jeu entre les deux et les trois dimensions dans la représentation. Et ça m'intéresse, quand je dis fondamentalement, c'est que ça m'intéresse foncièrement, ça m'intéresse sincèrement, ça ne m'intéresse pas du tout avec comment dire, quelque chose de plus ironique ou de l'ordre du commentaire, non. Donc ça, par exemple, c'est la tour d'Ulysse de Joyce. Donc toutes ces interactions comme ça entre des images que je dessine ou que je peins et donc leur traduction soit en amont par des textes qui préexistent, soit à partir de textes que moi-même je traduis. Donc là, c'est une espèce de choc entre un discours inédit de John Cage, qui est surtout connu pour sa musique, sa non-musique, ou l'intervention du hasard dans la musique, tout ce qu'il a apporté à ce niveau-là. Mais en fait, c'était un remarquable écrivain aussi. Et il y a un maître linéaire d'écrit de John Cage, et il y a beaucoup de partitions textuelles, il y a beaucoup de discours. Il y a le fameux discours sur rien, par exemple, qui est formidable, Lecture on Nothing. Et celui-là, c'est Where are we going and what are we doing? Et je l'ai fait d'abord en anglais, sous la forme d'une vidéo, et j'ai télescopé deux hommages aussi très sincères à un peintre que j'ai toujours admiré, qui est Nicolas Poussin, et dont j'avais fait une copie au musée de Chantilly quand j'étais étudiant en Beaux-Arts, qui est derrière.
Et la rencontre avec les écrits de John Cage a été déterminante, notamment ses travaux sur les champignons, qui m'ont beaucoup passionné. Alors, pourquoi John Cage s'intéresse aux champignons? C'est parce que mushroom et music sont voisins dans le dictionnaire. Hein, c'est tout. Donc, à un moment, il en avait marre de répondre à tout bout de champ sur la musique et tout ça, enfin, un truc un peu grave. Et donc, il a décidé de parler de champignons. Il s'est même inscrit à la Société américaine de mycologie. Il aimait prendre des risques, c'était un artiste, un vrai, donc il se faisait des omelettes sans savoir ce qu'il y avait dedans, et donc il s'est quand même tapé 2 comas. Donc je vous conseille la lecture de... Alors moi je l'ai traduit en français. Où allons-nous et que faisons-nous? Avec aussi, alors dedans il y a des techniques de pêche sous la glace, il y a des visites de quincaillerie, enfin, c'est très intéressant. Et donc, je l'ai fait d'abord en anglais, où c'est une conférence pour 4 lecteurs. Donc, je jouais les 4 lecteurs hein, pour des raisons économiques. Et c'était l'époque de Reservoir Dogs, donc il y avait Mr. Pink, Mr. Yellow, tout ça, mais c'est moi, à chaque fois, avec un pull différent pour que moi, je me repère au niveau du montage. Et donc, à la dimension purement sonore que Cage voulait pour cette pièce, j'ai ajouté le côté visuel. Donc, je me suis amusé à sortir du champ, à rentrer dans le champ. Et le truquiste, puisque en fait, c'est 4 images qui sont cousues ensemble, le truquiste a reconstitué le tableau de Poussin. Et donc, je passe dans le tableau de Poussin. Et comme je savais que j'avais un voisin, je le regarde de temps en temps. Mais c'est assez rudimentaire. Hein. C'est comme la falaise d'Étretat. C'est fait avec une espèce de machine qui s'appelle l'Editbox, qui est un vieux machin qu'utilise peut-être Fabrice Cottina, mais je pense personne d'autre. Ensuite, en le traduisant en français, je me suis dit, tiens, vraiment, ce serait trop bien, parce que John Cage n'a jamais fait cette conférence, ce qui était aussi assez excitant. Donc, je me suis dit, tiens, si je faisais en sorte que cette conférence soit activable quand on veut, etc. Donc, j'ai construit une table, parce qu'en fait, il faut être synchronisé. Donc, c'est pas si simple. Je n'allais pas mettre des métronomes ou des trucs... comme ça, donc ce sera un petit peu long aussi de vous expliquer exactement dans le détail comment s'écrit une partition de John Cage, mais c'est très politique aussi, c'est-à-dire que John Cage voulait congédier totalement, définitivement les chefs d'orchestre. Donc il a trouvé toutes sortes de systèmes pour que les musiciens puissent s'entendre, jouer de la musique collectivement, sans chef d'orchestre. Et donc, mon système, c'est un télescopage de ce qu'il appelait les time brackets, qui est une parenthèse de temps dans laquelle le musicien intervient, et une forme de hasard de la superposition. Donc, c'est 4 partitions. Et cette petite lumière permet aux 4 lecteurs de se synchroniser. Alors, j'ai envie de vous dire d'aller voir, il y a un petit extrait sur Vimeo. C'est peut-être plus éclairant que tout ce que je pourrais vous dire. Mais en fait, il y a une partition comme une partition de musique, sauf qu'à la place que ce soit violon, violoncelle, trombone, bah, c'est voix A, voix B, voix C. C'est écrit comme de la musique. C'est plus clair ? Et puis le petit système lumineux que j'ai fabriqué, que j'ai mis dans la table, en fait, il pulse un rythme comme ça. Donc vous voyez, il y a des chiffres qui correspondent au numéro de mesure et les comédiens peuvent se repérer. Ça, c'est une traduction que j'ai faite avec une chorégraphe qui présente cette particularité d'être née de parents sourds. Donc elle parlait sourd avant d'apprendre le français. Donc elle a une manière de signer qui est complètement fascinante.
Et on a travaillé une conférence sur mon travail, en fait, dans lequel je ne montre aucune image, mais tout ce que je dis est signé. Et elle a mis au point une espèce d'espéranto, parce que vous savez, les langues de signes correspondent aussi à des langues de pays, un espéranto pour qu'on comprenne, disons, ces dessins, ces monotypes et tout ça, avec des signes. Voilà le fameux petit théâtre de Nicolas Poussin qui a été reconstitué, qui est conservé en Écosse et qui lui permettait de faire des sortes de répétitions générales de ses tableaux. Il y avait des petites lamelles comme celle de gauche là, qui permettaient d'éclairer telle ou telle partie du tableau, du petit théâtre, à partir duquel il faisait des lavis. Je ne sais pas si vous connaissez les lavis de Poussin, mais c'est vraiment important de connaître ça. Et à partir de ces lavis, il échafaudait une composition picturale. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc ça c'est un monotype pour montrer des correspondances aussi entre les dessins préparatoires et la réalité dans laquelle on peut ensuite se projeter. Ça, c'est un vrai comédien sur une vraie scène de théâtre. Un de ces 4 comédiens à qui j'ai confié la mission de faire la conférence concertante. Alors, la conférence concertante, à ne pas confondre avec Où allons-nous et que faisons-nous, avec ces 4 comédiens assis. La conférence concertante, c'est ce bouquin-là. Et en fait, c'est ce que je vous disais au début de cette conférence-ci, c'est que j'aime pas tellement faire ça. Donc j'avais demandé à 4 comédiens d'interpréter ça. Donc en réalité, ce que je leur demandais, enfin ce qui est le texte, la partition, c'est mon travail, mais pas que mon travail, hein, parce que ce serait vraiment trop prétentieux, mais c'est comment dire, essayer de rentrer dans la création artistique sans présenter d'image, par exemple. Donc il n'y a pas de décor, comme dans le théâtre élisabétain, comme je vous disais au début. Et les 4 comédiens essayent de faire naître des images par leurs mots, en fait. De même, il y a très peu de musique. La seule musique est générée par les lames de xylophone que j'ai réduites au minimum parce qu'ils ne sont pas musiciens, donc je voulais non plus pas trop les mettre dans les problèmes. Donc je leur ai mis juste le strict minimum pour chanter 2 ou 3 chansons. Et donc le texte fait part de certains de mes sujets, comme les gibbons. Je m'intéresse beaucoup aux gibbons parce que je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais parce que c'est des modèles de gymnastique. Donc ils font les poissons des abysses, ils font les gibbons. Vous avez échappé à ça, mais dans la toute première conférence que j'ai faite, je faisais moi-même tout ça aux Beaux-Arts de Marseille. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais pu la finir, c'est parce que et je chantais même des chansons avec un glockenspiel, mais ça j'ai arrêté. Et donc là, ils font les gibbons nippons. Comme vous le savez, les gibbons nippons sont blancs et font cuire les œufs dans les sources chaudes. Donc ils racontent ça par le menu, mais au lieu de le raconter, en fait, ils le vivent. C'est ça qui m'intéressait de mettre ça en scène. De même, il n'y a pas donc de projection d'images, mais il y a des espèces de diaporamas. À un moment, il parle d'une histoire qui m'a beaucoup influencé, qui est une nouvelle, enfin une nouvelle d'un obscur médecin gallois qui s'appelle Arthur Machen. Du coup, j'ai traduit cette nouvelle et il la donne intégralement. C'est une espèce de conte fantastique. Il la donne intégralement. It's late last night. Pardon.
au théâtre. Ça a été mis en scène, enfin je l'ai mis en scène en fait. J'ai demandé à une scénographe autrichienne qui s'appelle Christina Klar de traduire. C'est un tapis de danse blanc, une centaine de néons et un peu de contreplaqué. Et c'est tout, mais ça a été mis en scène au théâtre dans de très bonnes conditions, 2 mois et demi de répétition et tout. C'était chouette. Ce sont des gens qui me connaissaient, c'est-à-dire des. Non, c'était dans un théâtre. Oui, on l'a tourné pendant 2 ans. Je connaissais pas tout le monde, non. It is late last Je vous ai mis night. un petit The extrait. dog was speaking of you. Je sais pas si on voit bien parce que j'ai The bricolé snipe was speaking 2, of 3 you petites vidéos. in our deep Parce que marsh. les images fixes, c'est bien gentil, mais It is you or the lonely bird through vous the voyez, grosso woods modo, c'est le quotidien and d'un left you artiste maybe without a mate qui until you s'intéresse aux find me. poissons et tout ça. Donc là, il bricole en fait. Le théâtre, ce qui promised est me a très thing that intéressant dans was le hard théâtre, for you. c'est le ship fait of que ce gold soit finalement under une a voix silver mast. diffractée en 12 plusieurs personnages. towns with a market in all of them. Donc en fait, les 4 And a personnages fine white interprètent court by chacun the side of the sea. alternativement un aspect. You promised me a thing that is not possible. That you would give me gloves of the skin of a fish. That you would give me shoes of the skin of a bird. And a suit of the dearest silk in Ireland. My mother said not to be talking with you today, or tomorrow, or on Sunday. It Vous was voyez, a tout bad ce que je vous time disais she sur les took for poissons telling des me abysses, en that. fait, il le faisait. It was shutting the door after the house was robbed. You have taken the east from me. You have taken the west from me. You have taken what is before me and what is behind me. You have taken the moon. You have taken the sun from me. And my fear is great that you have taken God from me. Donc, on est à peu près à la moitié de cette conférence et il est déjà 19h20. Donc, je voulais vous parler des affaires courantes, notamment pour Rui, qui m'a demandé la peinture, c'est quoi? Est-ce qu'on pourrait parler de peinture, tout ça? Donc, moi, je me suis jamais arrêté de faire de la peinture et de jouer formellement grâce aux monotypes. Les monotypes me permettent de toujours chercher des petites pistes, soit de composition, soit de scénario même, d'écriture narrative. Donc, je fais des portraits depuis toujours, comme vous avez vu le portrait de ma sœur. En fait, j'ai jamais arrêté. Depuis, j'ai toujours gardé un temps pour ça. Donc, en général, ce sont les gens qui passent chez moi, c'est quand même plus pratique. Et donc, une des caractéristiques de cette peinture, c'est que depuis quelque temps, c'est sur des petits panneaux de bois de 40 cm par 40 cm et que je ponce entre chaque séance. C'est-à-dire que quand le modèle s'en va, pas tout de suite, il faut que ça sèche un peu, mais après je le ponce. Celui-là, vous le connaissez peut-être, c'est Paul Cox. Et je vous ai mis des détails pour vous montrer aussi les jeux occasionnés par la couleur, parce qu'il y a les jeux du noir et blanc évidemment, mais la couleur c'est assez jubilatoire aussi. Donc si vous voulez, vraiment ce qui m'intéresse de manière Rui pour vous répondre tout à l'heure,
ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est que la pommette soit devant le fond, et c'est tout. Quand je peins, je ne m'occupe pas de... Il y a des gens qui voient des choses plus profondes là-dedans, comme un travail sur le temps et tout ça. En l'occurrence, moi, je suis super concentré sur, par exemple, faire les petits éclats lumineux dans les yeux. Ça peut être tellement kitsch. Enfin, déjà, que ça le soit un peu moins, je suis assez content quand j'y arrive. Donc, j'ai mélangé les peintures et les monotypes pour vous montrer ce que je fais tous les jours, quoi. Donc là, j'ai pris ce détail parce qu'on a un exemple de ponçage. Parce que, comme parfois les modèles viennent poser avec des... Enfin, il peut se passer plusieurs semaines entre 2 séances de pause. Donc, je ne vais pas leur demander de remettre les mêmes vêtements. Donc, à chaque fois, c'est un peu une surprise. Donc, la fois d'avant, je pense qu'il avait une chemise plus grise. Et ce qui m'intéresse, c'est de m'appuyer sur ce fantôme que j'obtiens en ponçant, en fait, pour rebondir. J'utilise cette énergie, disons, de la peinture poncée pour, vous voyez, sur le front, par exemple, ou autour des yeux, à chaque séance de pause, en fait, c'est presque plus simple, même s'il y a de moins en moins de peinture, parce que je m'intéresse aussi beaucoup, mais ça serait très long de vous expliquer, à la peinture plate, je pense, ou plane, parce que enfin, toujours dans le même thème de 2 ou 3 dimensions, pour moi, c'est très important de peindre le plus plat possible. Donc évidemment, ce sont des gens parfois avec lesquels je travaille. Lui, c'est un musicien qui faisait la musique d'une scénographie. Parfois, c'est aussi un véritable objet d'étude, si vous voulez. Anaïs Muller, je ne la connaissais pas du tout. C'était une comédienne avec laquelle je voulais travailler pour la mettre en scène. Et donc, dans un premier temps, j'ai fait son portrait. C'était intéressant comme approche. Là, on se rend un petit peu compte des différentes... Mais ça, c'est un portrait de ma fille aînée. Et ça s'étale sur 2 ans. Et donc, à chaque fois, le tableau est sacrifié entre chaque séance de pause. Parce qu'il y a toujours un vautour qui attend. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il ne faut pas perdre ça de vue. Alors j'ai 2 portraits de Simon. Il y en a un où il fait mon portrait et c'est pas du tout pareil, quoi. Il a une tête d'halluciné. Alors on me dit souvent, mais ils ont l'air graves, les gens que vous peignez, tout ça. Bah oui, mais posez 3 heures et vous allez arrêter de sourire, hein, en général. Voilà. Je vous dis, oui, vraiment, les plans qui avancent et qui reculent, c'est un jeu formel de base. Faut qu'il y ait des axes, cette illusion du volume, en fait, c'est complètement programmatique dans mon travail figuratif. Ça, c'est le paradis de Nicolas Poussin, un peu plus tard, quoi. Ils sont morts et secs. Et pareil, c'est avec une pointe d'allumette dans très peu d'encre. Ça, c'est une boîte dans laquelle, parce que soit ce que je fais est complètement intransportable, genre les poissons des abysses en cristal, 200 pièces dans des caisses et tout ça.
soit au contraire, c'est très transportable, et c'est en référence à deux artistes, bon, Paul Celan, la menace permanente du fascisme, ça c'est sûr, et donc il faut être toujours prêt à partir. Et donc mes tableaux peuvent se mettre dans ces petites boîtes et être transportés. Les monotypes sont aussi dans des petites boîtes, c'est très facile à transporter. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vraiment montré de dossier dans ma vie, j'ai toujours montré des originaux. J'arrive chez les gens avec cette boîte et je peux sortir 7 tableaux en direct comme ça. Et donc ces deux artistes sont Andrei Roublev, un peintre d'icônes, et Edvard Munch, qui a traversé toute l'Europe, qui était un Européen, un des premiers Européens vraiment convaincu, investi, communard. Et il s'est promené toujours avec ses tableaux. Et pour moi, c'est exemplaire. Et pure coïncidence, mais il n'y a pas vraiment de coïncidence, ce sont des films merveilleux et qui m'ont complètement mis sur la trajectoire de devenir artiste. C'est-à-dire, j'ai vu l'Edvard Munch de Peter Watkins quand il est sorti, je crois, en 1974, et Andrei Roublev de Tarkovsky, idem. Et ça m'a ça m'a profondément marqué, en fait. Donc cette idée de transportabilité est assez essentielle. Alors, vous voyez, je viens de parler de cinéma. Alors, je me suis mis à faire du cinéma. J'ai mis un certain temps. Ça a été assez progressif. Même si mon père était chef opérateur et que j'avais une caméra avant d'avoir un hochet, j'avais une petite caméra Payard Bolex qu'on montait comme ça. J'ai mis un certain temps avant de passer à l'action, même si j'ai fait pas mal de vidéos, mais c'est pas tout à fait pareil. Là, je me suis mis vraiment, j'ai fait une formation, etc. Je me suis vraiment mis à écrire des scénarios, des films de fiction. Et alors, ça cherche encore son prétexte dans des expositions. C'est-à-dire que, vous savez, c'est assez compliqué de faire financer des choses parce que souvent, il faut correspondre à... Enfin, il faut faire partie d'un milieu. Donc c'est compliqué, ça s'arrange, hein, mais c'est quand même assez compliqué de faire du cinéma quand on est un plasticien, de faire de la mise en scène quand on est peintre, et inversement. Bon. Donc en général, là, les 3 projets de films dont je vais vous parler rapidement, ce sont des projets de films qui sont essentiellement financés par des centres d'art. Mais par contre, ce sont des films qui ont une carrière dans le monde cinématographique, comme on dit, industriel. C'est-à-dire, ça suit son chemin dans des festivals. Ça, c'est quelque chose que je voulais absolument. C'est-à-dire faire travailler des intermittents du spectacle, qui est une vraie post-production, etc. Donc, Catadrome, vraiment, c'est une conférence que j'ai faite sur mesure parce que j'enseigne dans cette école. Et donc, je vais vous raconter un truc qui est vraiment un jeu aussi. C'est que, par exemple, la jeune actrice, là, c'est une actrice du Palmachot. Et à côté, c'est Yann Boudot, qui est un des acteurs fétiches de Claude Régis. Et donc, il n'y a pas plus opposé, si vous voulez, dans les registres d'acteurs que ces 2 personnages. Et donc, je les ai fait se rencontrer le jour du tournage. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour qu'ils ne se rencontrent pas avant. Et j'avais écrit une scène exprès, qui est donc un artiste qui fait des poissons en verre, le monsieur là-bas. Et elle, c'est sa marchande. Et elle lui apporte des espèces dans une enveloppe et il prend le fric et il se barre. Donc il dit au revoir au poisson. Si vous voyez un truc un peu autobiographique, c'est une pure coïncidence. Donc il salue le poisson des abysses et il salue les lichens aussi.
lichen, c'est le mariage d'une algue et d'un champignon. Et puis il traverse, il part des Vosges, il traverse la France, il arrive en Italie, il traverse la frontière italienne, ça. Ça, c'est Carrare. Et il va s'embarquer pour un voyage à Palerme. Et en quelque sorte, oui aussi, oui. Oui. Bah, c'est pas qu'un clin d'œil, hein. Vous allez voir, ça me fait plaisir que vous parliez de Raymond Roussel parce qu'il est assez central aussi, vous l'aurez compris peut-être dans les machines et dans le... Je ne parle pas de reviviscence, mais je pourrais. Pardon? Bah oui. Et alors il ne va pas mourir à le Grand Hôtel et des Palmes, mais il va à Palerme pour voir un tableau en fait. Il décide de quitter l'univers de la représentation euh, au profit de l'action, c'est-à-dire la marche, éprouver les kilomètres. Il dort dans la forêt et, et en fait, il se retrouve à Palerme devant l'actualité du tableau qu'il avait en photographie. Enfin, bon, là, je suis obligé de vous raconter un film, c'est toujours un peu bizarre. Euh, L'usine, c'est un autre film dont je ne vous parlerai pas, parce qu'on n'aura pas le temps. Transport d'Avignon, c'est... Alors en dessous du titre, j'ai mis dans quel cadre le projet de film est né. Donc c'était pour une exposition à celui-ci aux rencontres de la photographie. Et alors là, Raymond Roussel à Donf. Euh, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais j'ai trouvé enfin c'est un château bien connu hein, de Camargue, qui est vers Arles, et euh, qui contient des machines invraisemblables. En fait, ça aurait pu vraiment être le château du capitaine Nemo. Et, et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas eu il y a pas eu de documents. J'y allais d'abord pour exposer les poissons une année, puis j'ai fait un repérage. Je me suis dit, mais il faut absolument faut faire un petit film, il faut faire quelque chose là-dessus. Donc ce soir, on n'aura pas le temps, on va se faire virer, mais je pourrais vous le montrer ce film parce que il dure 25 minutes et j'ai une copie ici. Et donc ça se passe dans ce château et c'est l'histoire de ce Raymond Roussel ou de ce châtelain qui ne voit pas ses domestiques. Et, et il y en a une qui... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il n'y a plus de domestiques. Hein. C'est quand même assez hallucinant quand on travaille sur ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est d'une autre époque. Ça. Ben non, en fait, il y en a même peut-être de plus en plus. Et là, c'est uniquement, enfin, c'est un travail sur le regard, sur comment on perçoit ou pas quelqu'un avec un uniforme ou pas d'uniforme, etc. Donc, ce châtelain est complètement privé de la vue. Et il s'intéresse qu'à ces machines, peut-être.
notamment ce piano incroyable qui est un piano pneumatique euh, sur lequel Claude Debussy a enregistré lui-même un morceau. Donc j'ai pu enregistrer ce piano en train de jouer la cathédrale engloutie de Claude Debussy, interprété par Claude Debussy. Et c'est magnifique. Et donc ça, c'est les travaux en cours, on va dire. Euh, c'est en cours parce que c'est quelque chose qu'on commence à me redemander. J'ai fait une table très grande. En fait, c'était pas très sorcier quand même comme idée, mais c'était à la demande de Sophie Kaplan, directrice de la Criée à Rennes, qui m'a dit Yves, voilà, je voudrais faire une exposition, mais je voudrais aussi que ça dépasse le cadre de centre d'art et tout ça. Je voudrais qu'on ait que ça se passe ailleurs qu'à Rennes, métropole et tout ça. Donc, en fait, j'ai simplement dessiné quelque chose de trop grand pour que ça rentre dans le centre d'art. Et donc, on s'est retrouvé, c'est un peu le principe du potlatch, si vous voulez. Donc, on s'est retrouvé avec des morceaux de l'œuvre à mettre ailleurs. Donc, Sophie et son équipe ont trouvé des partenaires. Donc, vous voyez, ça c'est le plan du centre d'art. Et j'ai dessiné une table ronde, mais trop grande pour rentrer dans le centre d'art. Donc la table ronde, la Bretagne, enfin, vous voyez, c'était pas vraiment sorcier, hein, c'était du niveau de Camelot à peu près. Bon, et pourtant ça a fait son effet, c'est-à-dire que euh, ça c'est un de mes petits dessins, mais je me fous vraiment pas trop. Et en fait, on a trouvé deux centres d'art à l'extérieur de Rennes, un au nord et un au sud, qui ont accepté de présenter les deux morceaux distants. Donc il y avait un morceau au domaine de Thizé, le morceau central à la Criée de Rennes, et puis un morceau à Édé. Et contre toute attente, alors évidemment il y a eu pas mal d'activations de la table, je ne vous dis pas les activations des morceaux de table à l'extérieur, parce que c'est des tables vraiment gigantesques. Donc il y avait des gens qui faisaient des trucs avec des vélos, enfin, du stock car autour, enfin vraiment on a tout vu. Et à la Criée c'était chouette parce qu'il y avait beaucoup de débats, il y avait beaucoup de choses spontanées, il y avait beaucoup de gens qui se donnaient rendez-vous aussi autour de cette table toute la semaine, donc c'était intéressant comme beaucoup d'enfants aussi qui passaient leur vie sous la table d'ailleurs. Et, ce qui s'est passé, c'est que en fait les trois communes se sont mises d'accord pour ne pas se séparer des tables, ne pas s'en débarrasser et les mettre à la benne, mais plutôt les réunir. Donc ils se sont tous mis d'accord et un beau matin, la table a été reconstituée. Et depuis, donc ça fait 2 ans, et depuis elle est installée au domaine de Thizé. Il y a beaucoup de réunions. Alors, ça sert de scène aussi. Il y a beaucoup de spectacles dessus. Alors parce que à chaque fois je vais un peu, enfin je fais beaucoup de recherches livresques et tout ça. Alors je suis allé voir tout ce qui concernait la table ronde, notamment les écrits de Jean Marcal. C'est quand même très intéressant de savoir on ne sait pas en fait si il y avait que les 12 chevaliers de la table ronde ou 1080, on va jusqu'à 1080 personnes autour de la table ronde. Donc c'est un super beau sujet. Après, il y a même des indications dans Marcal sur comment elle était faite. Certaines versions, elle est en cuir, d'autres en bois. Mais ce qui est intéressant quand on est autour de la table, c'est qu'on peut parler, en fait. Le principe du roi Arthur, c'était un peu comme John Cage, il voulait supprimer la préséance. Donc tout le monde est à la même enseigne. Il a fait descendre le trône au niveau de la table. Et
Et il y a un phénomène acoustique très intéressant, c'est que si on parle normalement et chacun son tour, tout le monde s'entend. Là, il y a un congrès, en fait, c'est le congrès des paysagistes, des architectes paysagistes de France. Ils sont 120 autour de la table et ils ont discuté toute la journée sans problème. Donc je vous dis que c'est un travail en cours, c'est parce qu'on vient de me redemander de la faire à Pamplune, dans une biennale. Alors elle est calculée aussi pour être un petit peu plus basse qu'une table normale, comme ça les enfants peuvent s'en emparer, soit en faisant des labyrinthes en dessous, soit ils peuvent s'asseoir autour. On ne pense jamais à ça. Enfin, bon, sans compter les handicapés qui peuvent aussi y accéder. Donc ça c'est une batterie en porcelaine, parce que parmi les choses entre lesquelles j'ai hésité, j'ai fait de la percussion classique et enfin, vous l'aurez compris par divers aspects de ce que je vous ai montré précédemment, mais le rythme m'intéresse beaucoup. Et donc la batterie, une batterie fragile, c'était une sorte d'oxymore musical que je voulais pousser, pas le plus loin possible, parce que je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin avec des techniciens de l'ENSA, par exemple. Mais là, je voulais surtout qu'elle soit jouable. Parce que donc ça, c'est des autoportraits en monotype du temps où je faisais de la batterie. Un âne batteur. Alors là, la batterie, elle était en exposition au musée des Beaux-Arts de Tours. Il y a un certain nombre de batteurs qui se sont succédés et qui l'ont joué. Donc évidemment, il faut être un peu délicat. Et d'ailleurs, Valentina Magaletti a cassé une cymbale. Et Édouard Perrault, qu'on entend là, a pris un petit bout et on a joué comme d'un triangle. Voilà. Donc il existe, comme je vous ai dit précédemment, ce serait l'objet d'une autre conférence, les multiples, mais il existe un vinyle d'un enregistrement de Valentina Magaletti qui joue de la batterie fragile et qui imite le chant des baleines, par exemple, avec des maillotches. Enfin, c'est assez beau. Ça, c'est pour rebondir aussi sur ces histoires de cercles et de sabbat. Donc là, c'est une commande publique, mais peut-être je vais réussir à la finir, dis donc. On n'a plus que 10 minutes. C'est une commande publique pour le Sud-Gironde. Et ça va être une sorte de sculpture activable pour les enfants, essentiellement pour les enfants, mais je pense que tout le monde pourra trouver son compte. Et donc ce seront 7 ombrelles en métal et en porcelaine.
Pour l'instant, on est dans la phase de recherche sur les jeux, sur tout ça, mais en tout cas, ce seront des... Ça, je remercie Clémentine au passage qui a fait les modélisations 3D. Et ce seront 7 modules, comme 7 ombrelles, comme ça, géantes, avec des écailles en porcelaine et un mât métallique, sous lesquels il y aura des tables, parfois, enfin, il y aura aussi des jeux, mais ça seront, par exemple, ça c'est typiquement une table inspirée de mes recherches, si je puis dire, avec les enfants sur la table gronde, de les voir. J'ai appelé ça table enfant parce que, en fait, ils ont des petites meurtrières pour regarder les parents qui les attendent, en fait, pendant qu'ils jouent. Et ce sera probablement photoluminescent. Il y aura un émail qu'on est en train d'essayer de tester là, photoluminescent, pour que ces 7 ombrelles qui décrivent un cercle soient visibles la nuit et éventuellement même permettre d'être activées le soir. On peut aller lire, par exemple, il y a 2 ou 3 assises qui permettent d'aller lire le soir. Parce que c'est des coins où il fait assez beau, en fait, et on a plus besoin d'ombrelles que d'autres choses. C'est vrai que les aires de jeu, souvent, ne comportent pas de zone d'ombre. Donc ça, c'est une exposition. Je voulais montrer une exposition, puisque ça, c'est la partie en cours, on va dire. Je vais aller très très vite pour finir. Comme ça, on ne se fera pas jeter dehors. Dans laquelle c'est une exposition que j'ai faite à Bordeaux il y a quelques mois, et j'ai fait passer la scène, qui est un élément récurrent dans mon travail, comme vous avez pu le voir. J'ai fait passer le plat au vertical, si vous voulez, dans la même exposition, ce qui était une chance dont je me suis saisi tout de suite, c'est que j'ai pu faire une sorte d'hélice avec un plateau qui faisait quelques mètres comme ça, puis ça vrillait et ça terminait complètement vertical. Et c'est un petit peu, enfin, disons que ça montre un peu une forme de récurrence dans mon travail, c'est-à-dire cette hésitation entre ce qui se passe en 3 dimensions et que je mets en scène, et puis la peinture, le monotype et tout ce jeu formel autour de 2 dimensions. Et puis les coulisses, toujours, m'intéressent beaucoup, le dessous des bateaux. J'avais rendu accessible les coulisses de cette immense vague, enfin, elle faisait 17 mètres de long. Et dans ces coulisses de la vague, on voyait aussi les coulisses de mon travail de peintre sous la forme d'un film en 3D, un film en relief avec des lunettes actives, qui parle, en fait, c'est un extrait de mon dernier livre, je ne sais pas s'il est là, et c'est la peinture, où je parle justement de ce jeu complètement obsédant entre les 2 et les 3 dimensions. Et c'est la voix de Yann Boudot, l'acteur que vous avez vu dans Catadrome, qui lit des extraits de Et c'est la peinture sur ces vues fixes au même format que mes tableaux de gens qui sont en relief. C'est pareil, c'est avec des effets assez cheap, mais ça fonctionne. Enfin. Donc là, je suis en train de travailler sur un nouveau film, qui est, après un type qui faisait des poissons en verre, maintenant c'est un peintre qui fait des portraits de 40 cm par 40 cm. Encore une fois, l'autobiographie, c'est une pure coïncidence. C'est le même acteur en plus, comme ça on ne se perd pas trop, avec Valérie Dréville. Et donc c'est un film sur la représentation. Alors c'est un court, mais il va faire 25 minutes. Le
le pitch, c'est un peintre qui n'a jamais peint que des gens qu'il connaissait. Donc c'est la première fois qu'il peint une inconnue. Et elle, c'est la première fois qu'elle pose pour un peintre. Voilà, ça c'est le prétexte. Et un détail, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez Calvin et Hobbes, mais dans Calvin et Hobbes, en fait, le tigre n'est un tigre que quand il est avec Calvin, quand il y a un adulte dans l'image, ça redevient une petite peluche. Et ben, quand le peintre est seul avec la peinture, il y a Nicolas Poussin qui lui dit qu'il s'y prend vraiment comme un manche et qu'il ne faut pas du tout faire comme ça. Donc le Nicolas Poussin est joué par François Château, là, qui sera, ça c'est des scènes, c'est des vues des répétitions. Hein. Dans le film, il sera en costume, il sera dans le costume qu'il a pour son autoportrait du Louvre. Et à partir du scénario, à partir des essais qu'on a fait, des repérages et tout ça, j'ai commencé à travailler sur une prochaine exposition. Mais je vous inviterai, c'est le 23 juin au Centre d'art de Thouars. Et donc, je me suis inspiré de certaines scènes. Et, par exemple, ce moment où il lui enlève il l'aide à se débarrasser de sa veste et qui devient plus roussélien, on va dire, pour rebondir sur votre remarque. Et il ne reste plus que le manteau en suspension, peut-être toujours un travail sur le temps, comme on le dit. Il va y avoir toute une série d'interactions qui seront commandées par DMX, c'est-à-dire ça va être des petites scénettes très rousséliennes, hein, pour le coup. Là, ce sera de la fumée à la paraffine, la fumée lourde, sur un Fenwick, et qui va tomber comme ça 10 secondes, et puis il y aura une projection de la scène en question à l'envers. Et je chanterai une chanson de Francis Poulenc sur l'écrevisse. Et ça, c'est Jeanne, c'est le petit presse-papier que j'ai fait à Maisontal la semaine dernière. C'est super kitsch, non ? Et donc, je chanterai la carpe, dont vous avez la partition à côté. Ce sera ça l'essentiel de l'exposition, c'est-à-dire un film, et puis les rushs de ce film disséminés dans l'espace d'exposition, et puis certains aspects du film un petit peu plus mentaux qui seront transformés en sculpture et en son. Voilà. Ben, j'ai réussi à... Merci beaucoup. Et il est -4.